Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Média Pro, l'émission du décryptage audiovisuel et aussi médiatique. Ce soir encore, on va parler de l'Ukraine, de la guerre médiatique qui se trouve un peu explosif entre la Russie et l'Occident. Alors pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre invité, Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bienvenue Kamal. Merci à toi. Et c'est la première émission avec Al24. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Absolument, oui. Voilà. Et je retrouve aussi mes deux chroniqueurs, Reda Harirash, spécialiste dans la gestion des conflits. Bonsoir Reda. Et Faisal Metaoui, journaliste, rédacteur en chef du site Algérie 24 heures. Voilà. Bonsoir. Alors, pour parler justement ce soir de la médiatisation, je voudrais un petit peu évoquer une citation, une très belle citation de Abraham Lincoln, le président américain, qui disait « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le temps une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le temps tout le peuple ». Cette citation prend tout son sens quand on parle de la désinformation qui règne durant cette guerre en Ukraine. Pour commencer un petit peu le débat, on va visionner une vidéoconférence qui a été lancée par des experts pour décrypter un petit peu la désinformation qui règne. Alors, parmi ces experts, il y a un expert, un consultant vidéaste belge qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, qui a décrypté certaines images qui sont diffusées par les chaînes européennes pour justement montrer une guerre qui n'existe presque pas. Regardez. Un petit peu avec les journalistes casqués qui sont en zone de guerre et vraiment sont-ils en zone de guerre? Alors regardez cette journaliste qui est là pour nous dire que la situation est extrêmement douloureuse, extrêmement délicate alors que la dame sort avec son vélo pour aller faire ses courses. Vous avez un autre journaliste ici qui nous dit aussi que la situation est extrêmement tendue et vous avez des touristes qui prennent des photos du paysage. Voilà encore une autre journaliste, toujours avec les mêmes gilets pare-balles, les mêmes casques, alors que vous avez des gens qui font la file pour rentrer au cinéma. Celui-là, ça c'est un héros de la guerre, c'est un journaliste. Et donc, ce qui est noté, c'est we are set to announce that the first American casualty of the Ukraine crisis has taken place. Donc, ça veut dire nous sommes tristes d'annoncer que la première victime américaine de la crise d'Ukraine a eu lieu. Toutes nos pensées et nos prières pour la famille de l'activiste Bernie Gorse, qui est mort ce matin après avoir sauté sur une bombe russe. Vous voyez sa tête, voilà. Et donc c'est bien du 23 février 2022. Le problème, c'est que cet homme est déjà mort auparavant. Voyez, là, le journaliste Bernie Gorse executed in Kabul by Taliban soldiers. Donc, ce journaliste héroïque a été exécuté par les talibans, les soldats talibans à Kaboul. Et si on regarde de près la date, eh bien, c'est le 16 août 2021. Voilà. Alors, c'est intéressant quand même de voir la même image, le même nom. Et ce brave homme est mort déjà 2 fois pour couvrir 2 événements. Voilà. Alors, je m'arrête un instant. Si, après ça, vous avez encore envie de croire les médias un instant, juste un instant, je pense que vous devez être malade mental, schizophrène, autruche, ascendant, je ne sais pas quoi, mouton peut-être, mais attendez, on se fout de notre gueule là. Et vous n'avez pas encore vu le pire, hein, parce que j'y vais en gradation dans cette présentation que je vous fais, mais c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Voilà, c'était des images de l'expert belge, justement du décryptage vidéo ou arrêt sur image, sur une image qui a justement fait le tour de la presse aujourd'hui et des médias. C'est la mort d'un journaliste américain. En réalité, ce journaliste américain est mort en Afghanistan il y a plus d'1 année. Alors, messieurs, je commence par toi, Kamal. Comment tu analyses la désinformation qui règne justement durant ce conflit en Ukraine ?
Salim, tu as commencé ton intervention par une citation d'Abraham Lincoln. Moi, je vais encore une fois citer quelqu'un de récent, qui est Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA et l'ancien ministre de la Défense, qui avait ouvertement parlé en février 2019, avant même le commencement de ce conflit, pour dire que s'agissant de la politique américaine sur ce qui concerne l'information ou bien la propagande. Il dit textuellement, nous avons menti, nous avons triché et nous avons volé. C'est-à-dire c'est le concept dans lequel, en étant ancien de l'Académie militaire américaine, c'était en principe, c'est de faire tout à fait le contraire. Un soldat américain, quand il va dans une académie militaire, on lui apprend les valeurs contraires à ce qu'il vient de dire. Mais il a affirmé ouvertement que c'était le contraire qui s'est produit. Et je pense que ça a toujours été le cas. Nous avons eu des exemples qui ont commencé depuis soit à la Deuxième Guerre mondiale, ou lorsqu'on a fomenté, créé un semblant de menace. Les Américains, avec tout leur arsenal médiatique, avec leur puissance d'argent et leur puissance s'agissant en tant que pays puissance au sein de l'OTAN, donc il dicte sa volonté, il dicte sa politique. Donc, sur le plan médiatique, il a les moyens de faire pression ou bien véhiculer le discours qu'on appelle un petit peu le discours, faux ou fake, ou ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment, l'Amérique est devenue un centre de désinformation. Ceci d'un côté. De l'autre, aujourd'hui, les guerres sont le moyen le plus propice et le plus adéquat et l'occasion pour justement véhiculer ce genre d'informations. L'expert belge vient de donner l'illustration, mais les illustrations sont énormes. Derrière ça, il y a des instituts, il y a des think tanks, il y a des spin doctors, il y a des moyens financiers énormes qui sont mis à la disposition, qui sont injectés pour justement véhiculer un certain discours. Aujourd'hui, l'exemple est de la Russie. Montrer que le russe est mauvais, montrer le russe qu'il est actuellement l'exemple de ce qu'a été le nazisme en 39-45, c'est cette image-là qu'on essaye de véhiculer pour donner lieu, pour justifier justement que ce soit l'opération d'aide fournie par l'OTAN à l'Ukraine ou que ce soit pour dénigrer, justement, pour montrer que l'agresseur est vraiment la Russie. Sur le plan médiatique, ça a toujours été le cas. Je ne sais pas si on va parler de ça dans l'émission, mais on a eu beaucoup de cas dans l'histoire. Si vous vous souvenez, donc on a eu... En Irak, en 1991. L'affaire des couveuses. Pas simplement ça, c'est-à-dire que c'est une succession d'événements qui nous ont amenés à ce qu'on voit aujourd'hui devient dans une sorte de démarche adopter, endosser une démarche, même si elle est mensongère, elle est endossée par des États. C'est-à-dire que c'est un travail d'État. Ça se décide au niveau des États et non pas au niveau des médias. C'est-à-dire qu'il y a une seule ligne éditoriale aujourd'hui dans tout l'Ouest qui est consacrée à faire en sorte à ce que personne d'autre ne déraille du discours officiel ou de la propagande officielle. Mais il y a certains pays qui font un peu plus que ce qu'on leur demande. Par exemple, la Grande-Bretagne n'est pas dans la désinformation totale, comme l'est par exemple certains pays comme la France, l'Espagne ou encore l'Italie. On ne peut pas juger par État parce que les chaînes privées, mis à part les chaînes étatiques ou bien les médias étatiques... La BBC ne tombe pas, par exemple, dans la désinformation. Parce on ne sait pas, c'est-à-dire non. Oui. Actuellement, il y a un discours en Angleterre. Il y a un discours. Il y a une ligne éditoriale qui est fixée. Où on doit absolument faire en sorte à ce que c'est le discours anti-russe qui prime. Il n'y a pas que ce soit au sein de la société, on l'a vu dans la Première Ligue, tout le monde doit dénoncer. Il y a une uniformité, il y a une conformisme. Même les médias arabes, quand on voit par exemple Al Jazeera ou l'Arabia, qui sont sur la même ligne éditoriale pour la première fois occidentale. Il y a un ennemi qui s'appelle la Russie. Le dénigrer, c'est une démarche étatique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des puissances derrière ça. À tel point qu'on n'arrive même pas à dissocier le sport de la politique. On a même fait le sport. L'art, la culture a été touchée. Des chefs d'orchestre ont été... Oui, on est dans une phase de presque... Si la Russie parle de dénazification de l'Ukraine, on est entré dans une sphère de nazification. C'est-à-dire que les attitudes aujourd'hui
contre les Russes est similaire à celles qui ont été adoptées contre les Juifs. Aujourd'hui, on est en train de stigmatiser le Russe comme on a stigmatisé les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans la même logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen arabe, c'est le Russe. Oui. On voit les campagnes de dénigrement ou d'attaque contre les responsables, ou bien contre le soldat russe, ou bien contre la Russie entière. Il y a une machine qui est derrière ça, à laquelle participent des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram qui appartiennent à Meta. Aujourd'hui, ils sont autorisés, c'est pour la première fois depuis des années, enfin depuis l'existence de ces deux réseaux, où Facebook et Instagram encouragent la haine. Ouais. Le crime de haine, ils encouragent à tuer des Russes. Ouais. C'est-à-dire que c'est une attitude qui est contraire aux lois des États-Unis et aux lois européennes. Oui. Faisal, comment tu analyses le fait que certains médias européens suivent une ligne éditoriale, comme l'a dit Kamal, uniforme, c'est-à-dire appeler, diaboliser les Russes, appeler justement à faire des appels de meurtre, etc. On a vu, par exemple, il y a une chaîne de télévision française qui est appelée carrément à éliminer Poutine. Oui, il y a le sénateur américain Lindsey Graham qui a lui-même s'est interrogé, est-ce qu'il y a Brutus en Russie? Brutus avait assassiné l'empereur Jules César. C'est un appel au meurtre qui est proclamé par un officiel, presque un officiel sénateur américain, qui n'a pas été condamné, il n'a pas été suivi de poursuite. Imaginons un seul instant qu'il y a un parlementaire russe qui appelle à tuer le président Joe Biden. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a effectivement, on est dans le double standard. Maintenant, comme elle a parlé de la diabolisation du russe, c'est ancien déjà. Dans le cinéma américain, vous connaissez très bien ça, Salim, le russe a toujours été présenté comme le brutal, comme l'assassin, comme le violent. Et cet esprit demeure, il reste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si les Soviétiques ont sauvé les Européens des nazis. Parce qu'on en a parlé de la semaine passée ou la semaine d'avant des Allemands qui ont une attitude assez curieuse dans cette guerre, eux qui ont été perdants de la guerre et qui ont été à l'origine de beaucoup de massacres en Europe. Maintenant, pour la guerre, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'expert belge parce que ce n'est pas tous les médias qui sont dans cette logique. Il y a quand même des médias qui essaient de faire un travail. Certains médias, parce qu'on parle des reporters de guerre. Parce qu'on ne peut pas juger tous les médias, parce que je sais que l'agence AFP et même d'autres médias ont des services de vérification. Ils ont d'ailleurs vérifié beaucoup de fake news par rapport à l'Ukraine, par rapport à la guerre menée en Ukraine. On est un peu dans un schéma presque classique de la guerre, de la propagande est liée à la guerre. Des deux côtés aussi, côté russe comme côté ukrainien. Lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours une propagande parce que ça fait partie d'une manière d'affaiblir l'ennemi. Ça, c'est une ancienne technique de guerre. Mais là, on est face à une situation où il y a beaucoup de mots, beaucoup d'accusations, il n'y a pas de preuve à l'image. On nous montre une image, par exemple, je vous donne l'exemple de la maternité qui aurait été bombardée à Mariupol. Par les Russes, oui. Oui, on a parlé de morts, de bébés, d'enfants, et vous remarquez qu'on insiste beaucoup sur cette question de l'émotionnel, parce que l'émotionnel vient en avant. C'est elle qui a anticipé, on a montré augmente le degré justement de réaction. De réaction, on a montré des gravats, on n'a pas vu de morts, et après c'est avéré que cette maternité a été évacuée depuis le début de l'opération militaire, qu'il n'y avait aucun civil aucun bébé à l'intérieur, mais qu'il y avait des nationalistes ukrainiens qui sont absents dans les médias. Le scénario des bébés me rappelle un petit peu le scénario de l'Irak, quand la fameuse fille est venue témoigner devant les Nations Unies, des couveuses qui ont été défoncées, etc. Qui était finalement la fille fille de l'ambassadeur américain du Koweït, de Koweït à Washington. C'est un autre exemple. Ça fait tout un scandale. Absolument, parce que c'est une propagande qui est venue. Il y a notre propagande, une autre fausse information. C'est le bombardement d'une mosquée à Mariupol. On a c'est le ministère ukrainien des Affaires étrangères qui dit que la mosquée de Sultan Suleiman, le magnifique, et son épouse Oksana, qui a été largement médiatisée par Al Jazeera. Entre autres, pas tous les médias, parce que ça a été rapporté. Parce que ça touche un peu le monde musulman. Ça a été rapporté par des médias, même des grandes agences. Européens, mais attendez, il y a eu un bombardement avec 85 civils à l'intérieur. Or, tout de suite après, l'imam et le président de l'association turque qui gère le mosquée dit que la mosquée n'a pas été touchée. C'est vrai qu'il y a eu un bombardement à côté de la mosquée, mais elle n'a pas été touchée et qu'il n'y a pas eu de mort. Et donc, on a continué quand même à fabriquer de la fausse information. Par exemple, on nous a montré une fille dans un bus avec une arme en disant
En Ukraine, aujourd'hui, c'est comme ça, on vit comme ça. C'est-à-dire qu'avec une arme, or, cette image est ancienne, elle a été tournée en Russie, et l'arme, c'est une arme factice, elle n'est pas réelle. Donc, elle est en train d'essayer de fabriquer l'idée que il y a un agresseur, et les agressés sont les civils. Et les civils, vous aurez remarqué ces derniers temps, les images qui reviennent souvent et d'une manière récurrente, c'est les femmes apeurées, les familles qui fuient, les bébés qui pleurent, les civils qui sont cachés sous les... C'est l'émotion, hein. On joue énormément sur l'émotion parce que le discours, essayons d'expliquer ce qui se passe, a cessé d'exister. Kamel a raison parce qu'il y a une pensée unique qui s'est instaurée maintenant. Ceux qui disent ou qui essaient de nuancer un peu le discours, ils sont tout de suite bannis, sinon accusés de rouler pour les Russes. Sinon, comment expliquer la censure de la chaîne RT, qui est la chaîne russe? Elle n'est même plus sur YouTube. Maintenant, si vous cliquez sur RT, la chaîne Russia Today, la chaîne russe, on vous dit cette chaîne n'est pas disponible dans votre pays. Même l'Algérie, apparemment, est concernée. Parce qu'à un moment donné, on a dit même le site Sputnik n'est pas disponible. Sputnik n'est pas disponible, c'est quoi ça? Ce n'est pas la censure. Curieusement, vous avez des organisations qui sont toujours à cheval sur les questions de la liberté d'expression, comme RSF, Reporters sans frontières. Je me suis amusé ces derniers jours de vérifier un peu est-ce qu'il y a une réaction. Ils n'ont pas dénoncé. Aucun mot. Au contraire, j'ai découvert que RSF avait un vieux conflit avec la chaîne Russia Today, parce que la rédactrice en chef en 2017 avait demandé à cette chaîne de cesser d'exister, à RSF de ne plus faire la défense des droits de l'homme. Donc on est dans un exemple parfait de ce que peut être le double standard. Parce que ce qui s'est passé en Irak n'est pas abordé de la même manière qu'aujourd'hui. On n'a pas du tout parlé des bébés irakiens qui ont été tués sous les bombardements, parce qu'il faut bien revenir sur les bombardements américains en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, etc. Et n'oublions pas aussi la Palestine. Et la Palestine, absolument. Voilà. Alors, Reda, est-ce que vous pensez que, justement, comme l'a dit Abraham Lincoln, qu'on ne peut pas cacher toute la vérité tout le temps? Il y a toujours une vérification des fausses informations qui sont diffusées ou relayées par certains médias occidentaux. Oui, effectivement, à moyen terme. Mais pour les semaines qui vont venir, ça ne va pas se vérifier encore parce que les informations qui circulent ne sont pas vérifiées. Et donc, ce n'est qu'après coup qu'on saura ce qui s'est réellement passé. Mais j'insiste quand même pour développer mon intervention autour de deux axes qui sont importants. Le premier axe, il est idéologique et le deuxième, il est historique. Donc, le premier élément, d'un point de vue idéologique, ce qui se passe actuellement, ça a été pensé et formaté par un groupe de penseurs américains depuis 30 ans, les Straussiens, qui partent du principe que le noble mensonge fait partie de la guerre. Tant qu'il est noble, ce mensonge-là, il ne faut pas hésiter à le faire passer. Sauf que maintenant, il y a des dérapages et que le mensonge devient de plus en plus, disons... oui, voilà, c'est ça. Il y a ce point-là. Et deuxième point qui est très important, c'est que l'opération de désinformation en elle-même, qui est menée actuellement à l'échelle du monde entier quasiment, elle est menée par un organe vital qui se trouve à Washington, et il s'agit de la CIA. C'est la CIA qui coordonne tout le discours qui est actuellement servi conformément à la pensée straussienne. Vous voulez dire que la CIA ou la NSA, puisque c'est elle qui gère un petit peu les réseaux sociaux et l'Internet, c'est elle qui alimente ou donne la feuille de route de tous les médias occidentaux, surtout européens? Et notamment européens. Je prends un exemple. Même certains hommes politiques actuellement, à l'occasion des élections présidentielles en France, je prends l'exemple d'une candidature un peu folklorique, celle de Jean Lassalle. Oui. Voilà, Jean Lassalle, par exemple. Pourquoi folklorique? Elle est folklorique parce que tout simplement, il a un accent qui est quand même très marqué. Il chante à l'Assemblée. Et beaucoup de gens, voilà, il chante à l'Assemblée et il fait rire pas mal de gens. Eh bien, lui qui d'habitude se distingue toujours par des positions plus ou moins originales, lorsqu'il s'agit de la guerre en Ukraine, il pense comme Monsieur Tout-le-Monde. Donc il crie au loup comme Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi? Parce que les 500 signatures, c'est comme ça qu'il les a obtenues. D'accord. Parrainage. Oui, parrainage, les 500 parrainages, c'est comme ça qu'il les a eus. Et donc, par conséquent, lui aussi, d'une manière ou d'une autre, il est obligé de s'aligner sur le discours ambiant. Voilà. Exactement. Et ce discours-là, il est formaté par la CIA
La NSA, elle Mais participe, mais elle vous avez offre ses moyens vous avez technologiques. des candidats en France, vous le citez cet exemple, qui quand même ont nuancé par rapport à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Et même Zemmour. Zemmour, Même Zemmour, ils ont un peu nuancé par rapport à ce qui se passe par rapport à l'attitude de la Russie, par Ils ont rapport un à discours l'Ukraine. crédible. Mais ils ne peuvent pas aller très loin à partir du moment, même s'ils ont, comme vous dites, un discours crédible, immédiatement, on essaye de les phagocyter, de les contrôler de manière à ce que ce discours-là ne devienne pas majoritaire. Ouais. Parce que les médias mainstream sont là et ceux qui sont à la manette actuellement, c'est la CIA. Au cours des années 50, c'était pendant la période du macartisme, il y avait aussi cette russophobie à l'époque parce La que chasse c'était aux la lutte sorcières contre les contre les communistes. communistes, oui. Sauf qu'à l'époque, c'était... Qui a touché même le cinéma. Oui, Oui, qui a touché absolument. le cinéma, il y avait Le Charlie Dont cinéma, Chaplin. Charlie Chaplin est la Chaplin, plus grande notamment, victime. ouais. Mais cette fois-ci, c'était mené par le FBI, parce Ouais. que ça se passait à l'intérieur du territoire américain. Mais maintenant, vu que le conflit il se déroule en Europe, c'est la CIA qui s'en charge. Voilà. Voilà. Alors que vous faites, juste pour rebondir ce que vous disiez, Oui, il ne s'agit pas de la CIA qui était en train de chapeauter, mais ce qu'on appelle un institut qu'on appelle le RAND Corp. Le RAND Corp est un hub qui est constitué de plusieurs entités, plusieurs structures, plusieurs départements américains et des ONG. Ils ont formé, ils travaillent avec plutôt plus de 1500 chercheurs dans 50 pays, dans le but, c'est-à-dire de faire des études. Et cette guerre contre la Russie a été préparée de longue date, c'est-à-dire Oui. que ce n'est pas nouveau. Comment amener la théorie de RAND Corp était de faire en sorte à ce que l'ennemi, on l'attire vers un bourbier pour l'affaiblir définitivement. D'où les sanctions économiques trop sévères et jamais vues dans l'histoire contre un pays. C'est-à-dire que la philosophie de RAND Corp est de faire en sorte à ce que un État, que ce soit la Yougoslavie, ou que ce soit l'Irak, ou que ce soit aujourd'hui la Russie, c'est de l'analyser de manière à ce que on arrive à un scénario de destruction totale, que ce soit par les moyens militaires quand c'est possible, l'exemple de l'Afghanistan et de l'Irak, sinon ce sera l'exemple de la Russie, parce que la guerre militaire directement, confrontation armée, est problématique et difficile, peut conduire à une véritable cataclysme mondial. Pour revenir aussi à ce que a dit Faisal, même si on essaie aujourd'hui de remettre en cause l'information telle qu'elle a été diffusée, les fact-checkers ont du mal à démentir les informations. Mais même s'ils démentent... Oui, même si... Non, quand je dis ont du mal, c'est-à-dire c'est une course. Aujourd'hui, on dément une information, mais immédiatement, il y a une autre information qui sort. Le flow qui est engendré, le flow qui est déversé. Il y a une vitesse... Absolument, ouais. que ce soit par l'image ou par l'information, par les tweets. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le mois de février, quand on voit Social Baker, les statistiques de Social Baker, il y a plus de 400 000 nouveaux comptes en Pologne, qui est devenu vraiment l'épicentre de la campagne contre la Russie. La Russie, oui. Et en Allemagne, il y a plus de presque 2 millions de nouveaux comptes Facebook juste consacrés à ça. On injecte des nouveaux comptes qui sont factices, qui sont faux, enfin de faux comptes. Twitter qui combattait ce genre de comptes, elle ne les combat plus, elle les tolère. Parce qu'il y a une politique, il y a des algorithmes et en même temps, il y a ce qu'on appelle une charte qui a été adoptée par Twitter qui s'attaque à tous les comptes faux à partir de ça s'est produit lors de la destitution, l'impeachment contre Trump. Twitter, juste pour que je pour une petite parenthèse, je pense que c'est parmi les rares réseaux qui ont maintenu les médias russes. Les médias russes sont maintenus. Mais avec la mention, c'est un média d'État. Très loin. Ils sont allés très loin. C'est un média. C'est ce qu'on appelle l'inquisition. Vous êtes en train de marquer du fer rouge, exactement, parce que qu'est-ce qui s'est produit? Parce que vous rentrez maintenant les journalistes. Tu as parlé du fait qu'en France, personne n'a bougé. Au contraire, il y a le syndicat national des journalistes affilié à la CGT qui a dénoncé le fait que les journalistes sont pointus du doigt, montrés du doigt, ils ont été étiquetés appartenant à un média russe. Oui. C'est comme si on est en train de refaire le même schéma et le même scénario qui a été fait aux Juifs, avec avec l'étoile jaune, sinon avec ce qu'on appelle Juden. Oui. C'est ce qui se passe actuellement. C'est qu'on a l'impression que c'est la mentalité nazie qui reprend le dessus dans un monde qui va complètement à droite et qui encourage les extrêmes et qui encourage aussi la violence. C'est la première fois, c'est ce qui est stupéfiant, que Facebook ou bien Instagram, et y compris Twitter, encourage
la haine contre Mais l'autre. l'encouragement de la haine, Kamel, je pense que l'ONU a condamné cela. Et les autres... L'ONU, elle a condamné tas de choses, mais en réalité, elle la dépasse. Mais Twitter, Facebook et Instagram ont été obligés d'expliquer un peu pourquoi ils ont dérogé à la règle du contenu. Mais je pense que cette attitude de Facebook et d'Instagram, ça porte atteinte à leur crédibilité d'une manière définitive. Absolument. Vous continuez avec l'idée. Si vous permettez, Kamel, sur oui, l'idée du flot d'informations, vous avez raison. Parce que l'une des tactiques de faire oublier l'information, l'une des tactiques de manipulation de masse, parce qu'on est dans une leçon de manipulation de masse, on vous injecte une information dernière l'ordre, de sorte que vous ne retenez plus rien, ou que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de revenir. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui sont passées comme ça, sans qu'on ait eu le temps de revenir. Je reste un petit peu dans le même sillage de vos déclarations, qui apparemment sont très animées entre Faisal et Kamal. Je vais vous montrer une image qui était apparue au premier temps justement de la campagne ou du débarquement des Russes, un petit peu l'opération des Russes en Ukraine. Cette image a été véhiculée un petit peu partout dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est la fuite de la population à Kiev. Alors, on regarde le sujet et on revient. Cette vidéo, elle démontre un petit peu le tournage d'une scène qui deviendra par la suite un fait médiatique qui a été relayé par les télévisions du monde entier. Bon, alors ici, ça c'est des scènes de panique avec comme titre « Helpless Ukrainian People ». Donc le peuple ukrainien qui est sans défense, hein, qui est sans secours, hein, helpless, qui n'a pas d'aide, qui est sans aide. Bon, donc vous avez vu la photo des gens qui sont paniqués. Bon ben, alors accrochez-vous bien, asseyez-vous si vous n'êtes pas assis, parce que vous allez voir d'où est tirée cette photo. One. Here we go, and action! Alors ça s'appelle de la propagande de guerre. Vous voyez? Intéressant, hein? Je ne sais pas si ces gens ont été payés ou simplement... Ça vient du film de Kaleidoscope Man. C'est ça, voilà. Voilà, c'était un extrait d'un tournage qui a été présenté dans les médias comme la fuite des habitants de Kiev, qui était en réalité un extrait ou un tournage de film qui s'appelle Kaleidoscope Man. Alors messieurs, est-ce que le cinéma fabrique aujourd'hui de l'information ? Pas simplement le cinéma. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé du côté du Idlib en 2013, lorsque Daesh contrôlait la région, oui, avant la venue d'Al-Nusra. Eh bien, l'AFP, pour illustrer le fait que des enfants peuvent être assassinés ou exécutés ou brûlés vifs dans des cages, on a mis des enfants ont été habillés en tenue orange, comme quoi ils ont été, et ils ont laissé. C'est-à-dire que l'AFP n'a pas pris la précaution de confirmer qu'il s'agissait d'une mise en scène pour illustrer un reportage. Et que beaucoup de gens l'ont repris à leurs dépens et ils ont cru que c'était un massacre. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, c'est-à-dire la rapidité de l'information, surtout quand il s'agit d'un tweet, une fois qu'il est balancé, c'est difficile de le reprendre ou bien de l'effacer. Beaucoup de gens peuvent le voir. L'exemple que vous venez de citer, en Ukraine, on est en train de glorifier ce qu'on appelle le pilote fantôme, celui qui a abattu 10 avions russes. En réalité, et ça, on a utilisé une vidéo dans laquelle on montre des avions russes qui sont tombés et en même temps un pilote russe à l'intérieur de son MiG en train de faire face à des avions multiples russes. Mais en réalité, il s'agissait d'un appareil, d'un jeu vidéo. Ah ouais. Vous voyez donc tous les méthodes les plus amateurs, toutes les méthodes les plus viles sont aujourd'hui... Est-ce qu'ils sont conscients, pardon Faisal, est-ce que les médias occidentaux et surtout ukrainiens sont conscients que cette mise en scène va être un petit peu démasquée ?
Non, il s'agit. Vous savez, l'information, c'est l'instantané. L'instantané. C'est l'effet même instantané. si c'est démasqué une heure après. Ça peut être une. Je vous ai dit que si on démasque une information, il y a une autre qui va la remplacer. Un mensonge. On démonte un mensonge, mais il y a un autre mensonge qui vient le remplacer. De mise en scène, et en plus de ça, Kamel. les plateformes, la multiplication des plateformes aujourd'hui rend l'accès, parce qu'aujourd'hui, l'internaute ou le citoyen est connecté au téléphone. Et toutes les applications sont sur les téléphones. TikTok vient de créer une sorte de règlement pour justement contrôler le flux de ce genre de vidéos et ce genre de mise en scène pour les dénoncer. Mais face au nombre, vous savez, vous avez 1 milliard, quand vous avez 1 milliard d'abonnés sur TikTok, est-ce que vous pouvez contrôler 1 milliard d'abonnés? En Ukraine, je pense, Salim, que c'est devenu un test grandeur nature de ce que peut être la manipulation de masse. Parce maintenant, on est en train d'utiliser toutes les techniques possibles et imaginables. Mais avant, ça n'a pas été démasqué, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, oui, évidemment, il y a des techniques. Ça a été très facile pour nous de montrer ces vidéos, de découvrir un petit peu. Franchement, on a été très... On n'a pas eu beaucoup de difficultés à trouver des vidéos fake news. Il y a des logiciels maintenant qui vous permettent de checker, de vérifier l'information, la vidéo ou la photo. Mais il y a une information, par exemple, Kamel a parlé du pilote qui est extrait d'un jeu vidéo qui s'appelle, je pense, Digital Combat Simulator. Il y a un autre, c'est le journal Kiev Post, qui est un journal moins sérieux, qui est à Kiev, et qui a publié une photo d'un avion abattu, qui aurait été abattu par l'armée, parce qu'on utilise beaucoup les conditionnels de cette guerre, vous l'aurez remarqué, parce que les journalistes n'ont pas la capacité de toujours vérifier l'information, y compris ceux qui sont sur place. Et ce journal a diffusé une vidéo montrant un avion abattu par l'armée de l'air ukrainienne, avec cette légende: le 6e abattu, gloire aux héros. Le gloire aux héros renvoie aux manifestations de 2014 contre le président Yunushko, le président en 2014 en Ukraine. En fait, cet avion... Yanukovych, oui. Ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo revient en 1993. C'était des avions de MiG russes qui sont télescopés au Royaume-Uni. Et donc, dans cette guerre, les techniques de manipulation existent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression parfois d'essayer de convaincre une opinion publique qui se pose aussi des questions. Pourquoi, par exemple, il y a des armes biologiques qui sont développées aux frontières de l'Ukraine avec la Russie? Vous avez remarqué qu'il y a même des contradictions dans le discours américain. Les Américains, d'une part, disent que non, c'est la Russie qui est en train de développer des armes chimiques. Ça nous rappelle Colin Powell à l'ONU, au Conseil de sécurité, qui nous montrait un objet en disant voilà la preuve des armes de destruction massive en Irak. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et on dit que la Russie va attaquer, attention, la Russie va attaquer l'Ukraine par des armes chimiques. Or, les Chinois disent, parce que le ministère des Affaires étrangères... Ils ont montré les images des armes chimiques en Syrie pour justement rappeler que le régime syrien est soutenu par la Russie, etc. La Russie, etc. Utiliser ces... Et encore même ici, il faudrait être sûr. Est-ce qu'il y a eu réellement utilisation d'armes chimiques? Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a parlé d'existence de 26 unités d'armes biologiques ou, disons, d'usines d'essais biologiques. 26 ou 36. Il a parlé de 336 au niveau mondial. Et la sous-secrétaire d'État américain a reconnu qu'il y a de l'aide américaine pour des tests sanitaires. Et elle a reconnu qu'il y a eu des échantillons qui pourraient tomber entre les mains de la Russie. Or, le discours officiel a contredit tout de suite après la ministre en disant non, il n'y a pas d'armes biologiques, que les États-Unis font de la coopération sanitaire. Donc vous voyez que dans ce flot d'informations évoquées par Kamel, l'une après l'autre, parfois il y a de la vérité qui échappe, tout de suite rattrapée par un mensonge, tout de suite reliée par un autre mensonge, et donc on est effectivement dans une stratégie du jamais vu par le passé. Alors, je vais vous montrer une image qui m'a un peu fait rire, parce que vraiment, elle est flagrante. Avant de donner la parole à Reda pour décrypter un petit peu dans le calme, parce que je vois que Faisal et Kamel sont un peu passionnés par le sujet. Je vais vous montrer une image d'un journaliste qui faisait son chapeau en même temps. Derrière lui, il y avait des cadavres. Et vous allez découvrir ce qui se passe.
at least 59 people killed, at least 149 people wounded. Those numbers are going to go up. There's just no question about that. I mean, you have fierce fighting in a number of locations around the country. You mentioned Chernobyl. Russian forces quickly overtaking that area. We understand they are still in control. The other thing that went down today that was of huge importance was Russian paratroopers went into an airfield 15 miles outside of Kyiv, and for a short period of time this afternoon. Voilà, ça a fait un petit peu rire aussi bien la régie qu'ici sur le plateau. Franchement, cette image est ridicule, hein. Elle démontre un petit peu la désinformation à grande échelle. Surtout dans le sujet, il y avait le chiffre des morts en bas. C'est-à-dire qu'on affiche des chiffres en même temps des faux cadavres derrière, même comme décor. Il y a une guerre des chiffres aussi entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, il n'y a aucune possibilité de vérifier les chiffres militaires, disons les pertes militaires parmi les soldats, parce que le président Zelensky a avancé un chiffre étonnant. Zelensky qui fait office de porte-parole de l'armée, en même temps président de l'Ukraine, alors que la Russie a là son chef d'état-major qui fait... Alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il est à Kiev, hein, parce qu'on le voit toujours à l'intérieur d'un décor, pratiquement toujours le même. Il s'est montré un petit peu quand il y a eu la rumeur comme quoi il a été exfiltré en Pologne. Mais ce n'est pas encore sûr. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a eu une information rapportée par l'agence AFP qui parle de l'assassinat d'un journaliste américain. Ah oui, on en a parlé dans le sujet. Non, Brent Renaud, tué par les Russes. Or, l'AFP a eu quand même la présence d'esprit en disant que les journalistes de l'AFP n'ont pas pu vérifier l'origine des tirs. Parce qu'on a tué... parce que Moscou a accusé par le passé, ou depuis les débuts de l'offensive militaire, que les nationalistes ukrainiens qui sont jamais évoqués dans les débats, on ne parle jamais de nationalistes, et Kamel a raison de parler de nazification, parce qu'il y a quand même un discours très haineux, développé, belliqueux. Y compris développé contre les réfugiés africains et arabes qui ont tenté d'entrer en Pologne. Ils ont été poussés pour ne pas entrer dans les trains qui mènent donc ces réfugiés vers la Pologne parce qu'ils sont africains et arabes. Et ça, c'est quelque chose qui a pratiquement disparu des médias. Il a été évoqué une ou deux fois, puis on n'en a plus parlé. On a même remis en cause le discours d'Amnesty International par rapport à ça. Il y a une vidéo qui circule sur Twitter et sur TikTok où des étudiants africains à Mariupol demandent à ce qu'ils sortent. We want to live. C'est des Nigérians particulièrement qui demandent à être évacués et que les soldats ukrainiens et les milices Azov leur refusent de sortir. Absolument. Et pour revenir aux journalistes américains, Brent Renaud, parce qu'il y a un communiqué intéressant de la rédaction de New York Times, qui est un journal sérieux quand même. Bien sûr, qui a fait un excellent article sur la désinformation. Absolument, oui, c'est parmi les rares journaux qui essaient d'avoir la terre froide. Ils sont réputés. New York Times a dit que le journaliste Brent Renaud ne travaille plus avec nous depuis 2015. Mais la photo qui a été montrée dans les médias, c'est la photo avec New York Times. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette zone? Je pourrais bien qu'il travaille pour un autre média. Mais avec le badge du New York Times. Oui, parce que ça a été présenté. Et un autre exemple, si vous permettez, Salim, c'est le magazine Times qui aurait publié une photo de Poutine avec une moustache avec à la Hitler en disant « The return of history », le retour de l'histoire. Or, cette une, elle est fausse. Et le Times a aussi eu Times qui est un présence d'esprit de... Oui, qui est un journal conservateur, a quand même dit que cette une est fausse. Donc on a utilisé toutes les techniques possibles et imaginables et d'une manière continue. C'est ça ce qui pardon, Reda, alors ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les Russes ne prennent même pas la peine de dénoncer ou de démasquer ces fake news parce qu'elles sont dénoncées elles-mêmes par des experts ou des analystes européens. Par des médias aussi. Hein, par des médias parfois, oui. Dès le départ, le président Poutine, dans son discours, il avait dit « j'ai affaire au royaume du mensonge ». Donc à partir de là, il n'a pas besoin de le rappeler à chaque fois. Il a dit une fois et c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils sont les Russes. Je voudrais revenir aussi au niveau du terrain concernant la confrontation en Ukraine. Les Russes ont quasiment la supériorité aérienne. Donc il ne peut pas y avoir de confrontation entre les deux avions tous les jours, au tout début du mois de mars. Deux armées de l'air. Oui. Au tout début du mois de mars, il y a eu une tentative de sortie de 3-4 aéronefs ukrainiens et ils ont été abattus immédiatement par un seul avion russe. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la possibilité de voir leurs adversaires, de les brouiller et de les abattre. Donc, à partir de ce moment-là, les Ukrainiens savent pertinemment qu'ils ne peuvent plus faire de sortie
Les seules tentatives qu'ils ont essayé de faire, c'est tout au long de la frontière polonaise, à 20 km de la frontière. Mais là aussi, ce n'est pas évident. Même des pays voisins comme la Roumanie, de temps en temps, ils ont essayé d'envoyer des avions de reconnaissance en Ukraine. Ils ont été abattus. Donc, de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir d'action héroïque menée par des pilotes ukrainiens, sachant que les Russes ont la maîtrise totale du ciel ukrainien. Ça tombe bien que vous parliez justement d'aviation, parce qu'il y a une vidéo terrible qui passe actuellement sur les réseaux sociaux et qui montre une attaque justement d'avions russes sur Paris. On va regarder cette vidéo et lisez bien le discours à la fin de la vidéo parce qu'il est très significatif de la propagande qui règne actuellement sur le terrain de la médiatisation. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Alors, ces images ont fait le tour de la stratosphère, un petit peu sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et je pense qu'elle n'a pas été diffusée sur un média français, parce que ça parle de la France. C'est ce qui m'a étonné un petit peu, parce qu'aucun média français n'a dénoncé cette vidéo qui est de la pure propagande des infographes ou des créateurs ukrainiens, et dans le message qui dit « il faut juste penser que ça va se passer dans une autre capitale européenne », c'est-à-dire qu'on avertit que Paris, ce sera la première capitale européenne qui sera attaquée par des avions russes et si on ne donne pas des avions de combat à l'Ukraine, on ne peut pas vivre en paix. Et à la fin, on appelle carrément justement à s'armer contre la Russie et cette image, elle a fait le tour de la toile et qui est en train de démontrer la propagande très agressive des Ukrainiens contre la Russie, alors que les Ukrainiens sont très réputés pour leur savoir-faire en matière d'informatique et d'infographie. Je pense qu'il y a toute une armée d'infographes, pas uniquement ukrainiens, qui travaillent un peu partout autour de l'Ukraine. On a l'impression que pourquoi on a choisi Paris justement Paris, parce qu'il y a la symbolique de la Tour Eiffel, voilà, qui est connue dans le monde entier, et le bombardement, bombarder une ville comme Paris. C'est toute une symbolique. C'est une symbolique. Mais curieusement, aucun média français n'a parlé de cette vidéo. Parce qu'ils ne veulent pas dénoncer cette propagande. Cette propagande qui prend une ampleur inquiétante. On a oublié que dans l'histoire, en 1945, les Britanniques l'armée britannique avec les Américains avaient bombardé une ville qui s'appelle Dresde. Qui a été totalement rasée. C'était un tapis de bombes, il y a eu presque 40 000 morts. Là, parce qu'il faut rappeler, plus que ça, avec beaucoup de disparus, beaucoup de massacres. Donc, ces pays qui sont en train de dénoncer ce qui se passe en guerre, bombardement de civils, bombardement de villes. Parce que dans le discours, on parle tout le temps de civils, de bombardement de civils. Or, on voit des images. Et parfois, et ça c'est la première fois que ça arrive, on sent qu'il y a des chaînes de télévision qui sont en manque d'images. J'ai passé le temps à visionner certains journaux télévisés ces derniers temps. J'ai l'impression que c'est les mêmes images qui reviennent, qui sont en boucle. Parce que ce qu'on ne dit pas dans les médias européens, dans certains médias, c'est que les autorités ukrainiennes empêchent les journalistes de travailler librement. Mais ce qui est étonnant, Reda, c'est que la propagande, elle passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur les chaînes de télévision qui font quand même attention à diffuser ce genre d'images. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont issus de la société civile, comme j'ai vu ce matin à Moscou, des Français qui sont restés là-bas et qui veulent continuer à travailler, par exemple, au niveau du lycée français à Moscou. Ils disent, nous n'allons plus passer par les GAFAM parce qu'on voit que l'information n'est pas du tout objective. Et donc, nous allons mener des actions indépendantes, nous restons ici, mais ils se sont rendus compte que Facebook et tous les autres relais sont quasiment devenus des relais de désinformation. Il y a ça. Et puis, en ce qui concerne les Ukrainiens, l'objectif des Ukrainiens, c'est de toucher directement l'affect.
Donc de l'autre côté, oui. Donc de l'autre côté, du côté français, si ils se mettent à les contredire, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à réfléchir. Or, c'est pas la raison qu'on sollicite. C'est uniquement l'émotion, et plus il y a d'émotions, et mieux ça vaut pour faire passer le message auprès des populations. Le message qu'on a vu dans la vidéo, il est signé par Zelensky à la fin. Hein. Donc c'est pour vous dire un petit peu que le président lui-même mène cette campagne de propagande contre... Il la mène tout en étant conscient de ses mensonges. Comme il dit qu'il y a 15 000 morts Russes, il peut dire qu'il peut lancer ce genre de signature fake news. À la fin mais ce genre de production vidéo, ou bien de montage, ou bien de vidéographie, font partie de cette masse, de ce flot d'informations et de fake news qui vise justement à galvaniser ou bien à noircir l'autre. C'est toujours noircir l'adversaire. L'objectif, c'est noircir la fin. C'est ce que fait Rand Corp. Ils sont en train de noircir l'adversaire. En même temps, ils étudient l'adversaire et puis ils doivent le noircir. En le noircissant d'une manière dictatoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul discours. Il y a, bien sûr, il y a le matraquage quotidien. Il y a aujourd'hui un discours unilatéral. Il y a l'unicité de la pensée unique. On revient à la pensée unique, où dans les médias, il ne peut y avoir un autre discours valable que celui qui dénonce ou qui s'attaque à la Russie. Ça, c'est une question qui est tranchée au plus haut niveau. Les médias suivent, la plupart des médias, inféodés ou pas, mais suivent. Ceux qui ne peuvent pas suivre ont peur. Donc, il n'y a que les initiatives individuelles, comme certains experts ou certaines personnes, certaines choses, qui ont un petit peu le courage de remettre en cause. Qui essaient de faire un travail correct. Hein. Ces médias-là, quand on voit le nombre de médias, le nombre de chaînes, de sites web qui sont en train de matraquer la Russie, c'est infime. La question que tu t'es posée, pourquoi les Russes ne répondent pas? Au contraire, il y a une réponse russe à travers les applications, parce que si on doit lire ceux qui comprennent, Telegram, il y a ce qu'on appelle il y a Face News, il y a un véritable compte qui démontre exactement ce qui se passe et on donne les informations en temps réel et on peut faire du recoupement, pas croire, mais au moins faire du recoupement. Quand vous avez une source contraire aux sources occidentales, vous pouvez par vous-même juger de la véracité ou pas de l'information en cours. Aussi, ce genre de vidéos sont faites, il y a ce qu'on appelle des armées qu'on a créées aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui ont servi même pour la campagne de Trump. On les appelle les 4-minute men. C'est des gens qui travaillent pour donner des vidéos très courtes et qui peuvent influencer ou bien toucher la sensibilité des individus à travers des images, à travers des vidéos, en les commentant. C'est-à-dire comme regarder par exemple, cette fuite-là de Krunien qu'on voit, il y a un commentaire derrière qui est censé justement vous faire bouger, toucher votre sensibilité pour vous amener à adhérer à la thèse officielle. Mais je pense que dans cette guerre, je pense que beaucoup de médias vont laisser des plumes. Parce que la crédibilité des médias elle est réellement mise à l'épreuve. Certains médias se sont rendus compte, surtout les grandes télévisions, les agences de presse qui essaient de faire un travail équilibré. Parce qu'au début, ce que j'ai remarqué, que les agences comme Reuters ou Associated Press ou l'AFP disaient automatiquement bombardement russe, ciblé par les Russes. Maintenant, il y a quand même de la nuance. Ils disent c'est pas vérifié, ils utilisent du conditionnel. C'est un peu bizarre pour une agence de presse d'utiliser le conditionnel, parce que vous savez très bien qu'une agence de presse doit donner une information vérifiée ou pas. Et c'est la même chose aussi pour des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Je pense que cette histoire de laisser les discours de la haine diffusés sur ces réseaux vont toucher profondément et durablement la crédibilité de ces réseaux. Merci Faisal pour ces éclairages. Merci Kamal pour vraiment ces informations. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que tu participes à l'émission Média Pro. Reda, toujours aussi élégant. Voilà, je vous remercie pour cette émission Média Pro. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux décryptages et surtout de nouveaux éclairages sur la situation médiatique dans le monde. Bonsoir.